Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge du logement mais aussi du SIAMU, le service d'incendie et d'aide médicale d'urgence. La région attaque le fédéral. Pourquoi? Parce que la région est lésée dans la réforme? Mais le fédéral a mis en place un système de financement de l'ensemble des services d'incendie du pays, sauf celui de Bruxelles, qui est quand même le plus important. On dépense tous les ans près de 100 millions pour le SIAMU. Et ce qui est complètement fou, c'est que le fédéral a décidé délibérément de subsidier l'ensemble des services en Wallonie, en Flandre, mais d'oublier délibérément Bruxelles. C'est inacceptable. On est d'abord entré dans un processus de dialogue pour faire valoir nos droits. Mais après autant de courriers, après des rencontres qui n'ont abouti à rien, à un moment donné, il faut passer par les tribunaux, malheureusement. Et donc, c'est le sens du recours qu'on a lancé, que j'ai lancé, pour pouvoir faire valoir les droits des Bruxellois. Mais est-ce que ça, c'est pas l'héritage du passé, la région qui a fait un choix il y a quelques années de fonctionner autrement que dans le reste du pays? Non, il y a d'autres services d'incendie qui se sont organisés autrement parce qu'ils travaillent sur des zones plus urbaines. Et donc, on ne peut pas être pénalisé d'avoir professionnalisé notre service un peu plus tôt que les autres. On ne peut pas être pénalisé d'avoir mis les moyens pour assurer la sécurité des habitants de cette région, mais aussi d'habitants qui se trouvent en dehors de la région bruxelloise. On intervient très régulièrement, plus de 10% de nos interventions ont lieu en dehors de Bruxelles, et sans système de compensation par rapport à ces interventions. Donc, il y a là une iniquité, c'est pas juste, et donc par rapport à ça, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Si le dialogue politique n'est plus possible, nous avons décidé d'attaquer et de faire un recours auprès de Mme Milquet pour qu'en tant que ministre de l'Intérieur, elle fasse valoir les droits des Bruxellois au même titre qu'elle le fait pour les Flamands ou pour les Wallons. Concrètement, vous attendez combien? Quel montant? Écoutez, ces montants vont évoluer dans les années qui viennent. Entre 7,5 millions cette année-ci, ça va pratiquement doubler dans les années qui viennent puisque le financement qui est prévu par le fédéral est progressif. C'est dire aussi donc que ces montants sont très très importants. On manque encore de pompiers dans notre service. Il y a des équipements qui doivent être aussi renouvelés. On est en droit d'attendre, à côté d'un soutien qui reste majoritairement celui de la région bruxelloise, mais d'un soutien qui vienne aussi du fédéral, au même titre, ni plus ni moins que ceux qu'obtiennent les Flamands et les Wallons. Pompier toujours. Sur notre antenne cette semaine, un pompier se plaignait du fait qu'il y avait une consommation de cannabis et d'alcool lors des gardes. Votre réaction? Alors, si ça s'avère juste, c'est évidemment totalement inacceptable. Donc j'ai demandé à la direction de mener une enquête approfondie par rapport à cette situation. Maintenant, il faut faire attention. Et effectivement, il y a des déclarations qui sont faites. Il faut les vérifier. Mais il est évident que pour un service qui s'occupe de la sécurité, de tels agissements sont totalement inacceptables. Alors demain, c'est le 27 février, ça fait 20 ans que le droit au logement est consacré dans la Constitution. Le monde associatif dit on est 20 ans après et ce n'est toujours pas garanti comme droit. C'est vrai qu'on fait face à un droit qui est fondamental. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je veux dire, si on ne sait pas se loger de façon décente, si on doit dépenser plus de 50% de ses revenus rien que pour le loyer, qu'est-ce qui reste pour l'alimentation? Qu'est-ce qui reste pour la santé, pour l'éducation des enfants? Je parle même pas des loisirs. Et donc, on a énormément investi sur cette législature en matière de logement. Et les associations en sont conscientes. Et d'ailleurs, on a souvent travaillé avec elles parce qu'elles sont aussi porteuses d'innovation. On a lancé le Community Land Trust, par exemple. C'est grâce aussi au travail qui est fait par l'associatif, qui vient avec ses idées originales pour pouvoir compléter au maximum les réponses qu'on peut apporter pour pouvoir aider un maximum de personnes à concrétiser ce droit à un logement décent. Mais est-ce qu'en 20 ans, la situation s'est dégradée, comme il le dit? Ce qui s'est dégradé, c'est aussi la situation économique. On pourrait en fait tous les jours construire de nouvelles solutions pour un droit au logement de nouveaux publics et en même temps avoir des listes d'attente qui s'allongent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte, et il faut le dire, au niveau économique, où par exemple le fédéral, sous une impulsion européenne aussi parfois, impose de prendre des mesures qui malheureusement privent d'un emploi un certain nombre de Bruxellois, privent d'une allocation de remplacement des jeunes ou d'autres publics qui se trouvent en réelle difficulté et qui doivent consacrer donc, avec des moyens de plus en plus limités, beaucoup trop d'argent rien que pour se loger. La région a pris ses responsabilités. On vient encore de décider d'injecter près d'1 milliard dans la politique du logement à Bruxelles dans les années qui viennent pour construire de nouveaux logements, pour rénover. On a dépensé 300 millions pour faire en sorte qu'il n'y ait
plus pratiquement un seul logement qui soit en dehors d'un programme de rénovation dans le logement social. Ça veut dire concrètement qu'un peu partout dans Bruxelles, il va y avoir des chantiers pour faire en sorte que des grands ensembles de logements sociaux soient complètement rénovés. Ça, c'est le plan quadriennal. C'est le quadriennal, c'est 300 millions qui sont injectés là-dedans pour que aussi on soit exemplaire et qu'on ne puisse pas, nous, en tant que pouvoir public, qui devons montrer l'exemple, rester avec des logements comme à Watermal-Wafort, comme à Etterbeek, comme à Forêt, ou comme dans d'autres communes, des logements vides. Dans 4 ans, il n'y aura plus aucun logement social qui sera vide, faute de rénovation? Ça veut dire que dans les 4 années qui viennent, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les budgets sont déjà adoptés et qu'on a invité toutes les sociétés à rentrer à lancer la dynamique de rénovation. Alors il y a les délais pour pouvoir lancer tous les marchés, mais il est clair que dans les 4 à 5 années qui viennent, l'ensemble de ces logements vont pouvoir être totalement rénovés. Ça fait combien de logements? C'est l'ensemble des programmes de rénovation, aussi pour la sécurité, aussi pour le confort, c'est 17 000 logements qui vont pouvoir l'être. Sur les logements qui sont vides, c'est un peu plus d'un millier qui vont pouvoir bénéficier et souvent des ensembles, hein, ce sont des quartiers parfois entiers qui étaient là, qui choquaient forcément les voisins en se disant mais comment est-ce qu'on peut avoir cette crise du logement et avoir des logements publics qui sont vides? Comment va tenir le délai? Parce qu'on a annoncé plusieurs fois déjà la création de beaucoup de logements, on a mobilisé des sommes d'argent et puis ça traîne, ça tarde. C'est tout le sens de l'action que j'ai menée depuis le début de la législature. C'est une véritable logique de réforme. Et donc qui a consisté à la fois injecter davantage d'argent, mais aussi d'adopter de nouvelles mesures, de nouveaux contrats avec les sociétés de logement social, pour faire en sorte que l'argent, quand il est décisé, ne reste pas à dormir sur des comptes, mais soit réellement injecté dans des politiques de rénovation. Aujourd'hui, une société de logement social qui, dans les 2 ans, n'a pas rempli les premières démarches pour pouvoir lancer la procédure en matière de rénovation, risque de perdre ses crédits. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de tutelle qui est beaucoup plus fort, qui est actionné par la région. On leur dit, vous ne pouvez pas rester sans agir par rapport à vos logements. Il faut savoir que quand je suis arrivé, il y avait parfois des sociétés qui avaient reçu de l'argent il y a 10 ans et qui n'avaient toujours pas commencé à travailler sur la rénovation. Ceci n'est plus acceptable. C'est la raison pour laquelle on a fait toutes ces réformes. Est-ce que c'est le rôle du public, finalement, de mener toutes ces constructions? Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle du privé? Ces constructions, d'abord, nous le faisons forcément en collaboration avec le privé. La plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons, ce sont des entreprises privées. Oui, mais c'est le public qui finance. C'est le public qui peut et qui doit injecter cette politique sociale. Nous travaillons sur des terrains qui sont publics. Nous faisons en sorte qu'on essaie de diminuer au maximum le coût que ça peut représenter aussi pour la collectivité. Et donc, c'est notre responsabilité d'apporter cet équilibre et de ne laisser personne sur le côté. C'est extrêmement important de faire en sorte que les publics qui ont le plus de difficultés, pas seulement ceux qui sont avec les revenus les plus bas, mais aussi parfois des mères célibataires qui peinent à pouvoir concrétiser leur droit au logement, qui ont aussi des difficultés quand elles s'adressent sur le marché privé à pouvoir obtenir un logement parce que les propriétaires sont parfois frileux et sont réticents à octroyer un logement alors que la personne a des revenus parce qu'il n'y a qu'un seul revenu dans le ménage. C'est là qu'on doit malheureusement intervenir. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est notre responsabilité d'apporter davantage d'équité sur ce domaine-là et concrétiser justement ce droit à un logement décent. Est-ce que l'encadrement des loyers avec une allocation ne serait pas une solution peut-être plus rapide, plus efficace, qui permettrait de toucher plus de personnes? Il est évident que lors de la prochaine législature, lorsque la région héritera du bail à loyer, de toute la politique sur le bail à loyer qui est actuellement une compétence du fédéral, il faudra avoir une réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser aussi le bail à loyer pour faire en sorte que, à l'instar de ce qui est fait par d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, on puisse travailler sur les baux à loyer pour faire en sorte qu'on garantisse qu'il n'y ait pas d'explosion dans le prix des loyers et que sur le marché privé, qui reste le marché le plus important, il y ait davantage de contrôle sur l'évolution des différents coûts pour le logement. Les agences immobilières sociales, donc, qui prennent en location des biens privés, mais qui le mettent moyennant loyer moins cher à la disposition d'un public plus défavorisé ou à des revenus plus limités, ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. On vient de passer le cap des 3500 logements. On n'a jamais été aussi haut, qui sont donc... les agences immobilières sociales, c'est un système très intéressant parce que justement, c'est une collaboration avec le privé. Ce sont des agences qui concluent des accords avec des propriétaires privés. Les propriétaires privés ont l'avantage de ne plus devoir s'occuper des relations avec les locataires. Il n'y a plus de vide locatif parce que même si le logement est vide, ils reçoivent quand même un loyer et ils sont aussi assurés qu'au terme du contrat,
ils pourront récupérer le logement dans un bon état avec une rénovation qui sera faite par l'agence immobilière sociale. C'est un dispositif très intéressant qui permet à notre tour de pouvoir louer ces logements à un prix inférieur à celui du marché. 3500 logements, c'est déjà pas mal aujourd'hui. On a, sous cette législature, doublé les montants. On est passé de plus ou moins 5 millions à 10 millions qui sont consacrés à cette politique qui vient renforcer la construction, la rénovation, l'aide à l'accès à la propriété. Et donc, les agences immobilières viennent compléter l'ensemble de l'arsenal de réponses qu'on essaie de mettre en place pour concrétiser. Absolument. Alors, on a une petite question, on va changer de sujet. On a une petite question Twitter qui est arrivée, vous pouvez la voir sur l'écran ici. Une question qui vous demande quelle est votre réaction au survol de Bruxelles. On en parle beaucoup pour l'instant. Je parlais tout à l'heure de la décision du fédéral sur les pompiers qui avait oublié Bruxelles. Là aussi, il y a une décision du fédéral qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas tout à fait acceptable, qui s'est faite sans concertation avec Bruxelles et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, des quartiers qui n'étaient pas du tout survolés le deviennent. On a à Saint-Gilles, à Forêt, à Watermal-Boisfort et puis la route du canal qui est vraiment utilisée de manière beaucoup plus forte depuis le mois de février. Des changements qui ne sont pas acceptables parce que finalement, ils contribuent à augmenter le survol de zones qui sont densément peuplées. Mais est-ce qu'on ça va exactement à l'inverse de la logique. Il faut quand même faire passer ces avions quelque part, où qu'on place les routes aériennes. C'est vrai qu'il faut pour ça avoir aussi une réflexion sur le rôle de cet aéroport qui se situe malheureusement à côté de zones très densément peuplées. Mais il faut une concertation avec les différentes régions et les communes lorsqu'on décide de faire ce type de modification. Monsieur Wathelet, ministre au niveau fédéral, a pris la décision avec son gouvernement d'aller dans le sens d'une intensification du survol de Bruxelles. Ce n'est pas acceptable et donc nous continuons à demander et à exiger qu'on puisse en tout cas faire respecter une règle qui est simple, c'est de ne pas faire survoler des zones qui sont densément peuplées. Et Bruxelles, en général, est forcément une des zones en Belgique qui est le plus densément peuplée. Pourquoi sortir du bois maintenant? C'est un accord qui remonte à 2008-2010. Les routes viennent d'être mises en place au mois de février. Oui. La région a essayé depuis de très nombreux mois d'entrer en contact avec le fédéral pour faire valoir ses droits. Là aussi, malheureusement, nous sommes dans des situations où on ne peut pas, même si nous voulons ce contact et cette relation, je pense que peut-être que comme pour le système de financement des zones d'incendie, si la voie du dialogue n'est pas possible, il faut utiliser peut-être d'autres voies et on ira là-dedans. Alors, ma collègue de Broek a examiné cette piste-là et donc elle examine l'ensemble des pistes pour faire valoir l'intérêt des Bruxellois dans ce domaine-là. Alors, campagne électorale, Écolo a fait un congrès ce week-end. Le fer de lance, ce sera l'école, avec notamment une proposition, un tronc commun jusqu'à 14 ans. Mais c'est une des propositions. Il est évident, parce qu'on peut aborder tous les problèmes, que ce soit celui de l'emploi, celui de l'accès à un logement, celui de la question des revenus. Si dès le départ, on part avec une formation qui n'est pas adaptée, alors forcément qu'on va accumuler des difficultés dans son parcours de vie. Il est donc primordial d'insister et d'investir au niveau de l'école, de redonner confiance aux enseignants pour faire le métier qui est le leur, de donner aussi la chance à tous nos jeunes, quels qu'ils soient et quel que soit le quartier dans lequel ils habitent, d'avoir ce rôle d'ascenseur social que joue normalement l'école. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans une école qu'on appelait à discrimination positive quand j'étais jeune, du côté d'Anderlecht à Kuregem. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui pouvaient travailler dans des conditions encore correctes, de pouvoir bénéficier de cet enthousiasme, de cette énergie qui fait en sorte que je peux dire que moi j'ai bénéficié d'un ascenseur social. Ce qui est un peu fou, on est en train de fêter les 50 ans de l'immigration marocaine, l'immigration turque, et on voit en fait qu'il y a encore plein de jeunes qui sont aujourd'hui oubliés et pour lesquels peut-être que la situation est pire qu'il y a quelques années. Ce n'est pas acceptable, il faut donc revenir avec de l'ambition pour nos écoles. Il faut construire des écoles bilingues dans une région qui est bilingue, dans des quartiers qui sont cruciaux. Et donc, par rapport à ça, effectivement, permettre aussi qu'il y ait un tronc commun, que l'ensemble de nos jeunes, puis jusqu'à 14 ans, par exemple, être ouverts à toutes les disciplines, que ce soit les disciplines intellectuelles, manuelles ou artistiques, c'est très important. Une priorité. Alors, on parle de campagne. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, Télé Bruxelles, en collaboration avec Vivacité, a lancé une consultation sur notre site internet. Quelles sont les priorités des Bruxellois pour la prochaine législature? Alors, on va les découvrir ici. Ce qui arrive en tête, pour l'instant, le top 5, c'est instaurer un enseignement bilingue généralisé dans toutes les écoles, construire de nouvelles écoles, construire de nouvelles lignes de métro, réduire le nombre de députés régionaux et augmenter le nombre de pistes cyclables. Je vous demande d'en choisir C'est un plébiscite pour voter écolo, puisque là-dessus, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là que je le dirais, mais j'ai parlé d'enseignement bilingue. C'est une priorité là, pour laquelle moi je m'engage vraiment réellement. Il faut donner un signal clair
dès la prochaine législature pour dire dans tel quartier, et en particulier dans les quartiers où il y a un déficit d'écoles de qualité, de leur dire on va construire des écoles ambitieuses, des écoles bilingues dans ces quartiers-là. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Alors si vous voulez encore voter pour cette consultation, je vous invite à aller sur notre site internet www.telebruxelles.be. La suite de l'information, ce sera ce soir à 18h. Bel après-midi.